Il est apparu sans prévenir. Un garçon, pieds nus, vêtu d'un vieux sweat à capuche. Personne ne l'avait vu entrer, aucune caméra ne l'avait filmé. Mais il a murmuré 6 mots qui allaient tout changer. Je sais comment la réveiller. Et dans cette chambre d'hôpital, entre les machines et le silence, un miracle s'est mis en marche. Ce que vous allez entendre est une histoire vraie pour le cœur. Une histoire sur la foi, la musique, et la voix d'un père. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que certaines voix méritent d'être entendues. Et certains miracles méritent d'être partagés. La fille d'un millionnaire est restée dans le coma pendant des jours. Les médecins avaient abandonné. Des spécialistes ont été appelés du monde entier. Rien n'a fonctionné. Puis, un garçon noir, pieds nus, est entré à l'hôpital et a murmuré 5 mots qui ont choqué tout le monde. Je peux la réveiller. Le millionnaire a d'abord ri. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Ce n'est pas juste une histoire. C'est un miracle. Et vous ne croirez pas comment cela se termine. L'horloge sur le mur blanc stérile clignotait, 12h32. La chambre sentait l'antiseptique et le plastique. Les machines bourdonnaient doucement, les moniteurs clignotaient. Ce n'était pas une urgence, mais une routine lente, mécanique, presque sans espoir. Le bip était constant. Sur le lit d'hôpital, Amara, 9 ans, reposait, frêle silhouette sous une couverture rose couverte de petites étoiles de dessins animés. Ses yeux étaient fermés. Son visage pâle. Ses boucles noires emmêlées, posées contre les tubes, autour de l'oreiller, comme des vignes accrochées à la vie. Elle n'avait pas parlé, bougé, ni ouvert les yeux depuis plus de 7 jours. Un instant, elle riait à la table du petit déjeuner avec son père. L'instant d'après, elle s'était effondrée en laçant ses chaussures. Les médecins scolaires avaient parlé d'un arrêt cérébral aigu, une condition si rare que même les meilleurs neurologues pédiatriques ne pouvaient que proposer des hypothèses. Elle pourrait se réveiller, avait dit l'un d'eux. Elle pourrait ne pas se réveiller, avait ajouté un autre, presque dans le même souffle. Son père, Elia Martin, était assis à ses côtés. Ses grandes mains calleuses semblaient minuscules alors qu'elle tenait la petite main inerte d'Amara. Ouvrier du bâtiment, Elia avait construit des ponts, soulevé des poutres d'acier avec des grues, coulé des fondations profondément dans la terre. Mais rien n'avait jamais été aussi lourd que de voir sa fille s'éteindre à petit feu. Les infirmières appelaient cela du dévouement. Les médecins, du désespoir. Mais Elia s'en moquait. C'était sa fille. Et il ne partirait pour rien au monde. Le temps passait, grignotant les derniers fragments d'espoir. 1 semaine. Le médecin commença à parler à voix basse. Politique hospitalière. Assurance. Prochaines étapes. Et c'est à ce moment-là qu'il entra. Devon Langston. Un magnate de la tech. Milliardaire. Propriétaire de la moitié des hôpitaux de la région. Génie autoproclamé. Il n'était pas seulement riche. Il le faisait savoir. Un homme avec trop d'argent, trop de jouets, et pas assez de cœur. Langston est arrivé à l'improviste, ce jeudi après-midi, flanqué de son équipe de relations publiques et de 2 gardes du corps. Il avait lu l'histoire d'Amara dans un journal local, tout en sirotant son expresso importé. Il y a vu une opportunité. Il a offert à Elia un pack miracle. Des neurologues internationaux. Des diagnostics alimentés par l'IA. Des procédures expérimentales. Tout, sans aucun coût. Elia, épuisée et désespérée, a posé une seule question. Est-ce que cela la ramènera? Langston a ri, les yeux brillants derrière ses lunettes de soleil de créateur. Black Boy, je sais comment réveiller ta fille. Crois-moi. On va lui donner la meilleure technologie que l'argent puisse acheter. On va améliorer son cerveau, comme un iPhone. Le rire résonna contre les murs comme un coup de feu. Le visage d'Elia se durcit. Sa mâchoire tressaillit. Il se leva lentement et reposa doucement la main d'Amara sur la couverture. Elle n'est pas une machine, dit-il. C'est une petite fille. Langston fit un geste dédaigneux. L'émotion vous affaiblit. La science gagne toujours. Mais Amara ne bougea pas. Ni ce jour-là. Ni le lendemain. Langston apporta des machines à lumière clignotante. Des casques VR. Des simulations neuronales. Ils placèrent doucement le casque sur les yeux d'Amara. Rien. Elle resta silencieuse. Immobile. 1 à 1, les spécialistes repartirent. Silencieux. Honteux. Ils ne laissèrent derrière eux que des factures, et des machines inutiles. Le dimanche soir, Langston cessa complètement de venir. Mais Elia resta.
Il lui lut ses histoires préférées. Lui joua ses berceuses préférées. Lui appliqua de la lotion sur les pieds. Lui parla de la lune, des étoiles, de Vénus qui avait brillé la nuit dernière, comme elle aimait. Puis, juste après minuit, une infirmière frappa doucement à la vitre. « Monsieur Martin » murmura-t-elle. « Il y a un garçon ici. Il dit qu'il veut t'aider. » « Un garçon ?» Elia sortit prudemment. « Quel garçon ?» L'infirmière pointa du doigt le hall. Assis seul sur un banc froid, il y avait un enfant noir, pieds nus. Il ne devait pas avoir plus de 11 ans. Il portait un sweat à capuche gris, trop grand, effiloché aux manches. Son jean était déchiré, son visage taché de terre. Mais ses yeux. Des yeux profonds, clairs, immobiles. Ils coupèrent le souffle d'Elia. Le garçon se leva à son approche, hochant la tête respectueusement. « Êtes-vous le père d'Amara » demanda-t-il. « Oui » répondit Elia, méfiant. « Qui es-tu » Le garçon ne répondit pas. À la place, il dit calmement. « Je sais comment l'aider. » Elia cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu as dit » Je sais comment la réveiller. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'étaient ni arrogants, ni pleins d'espoir. Ils étaient certains. Elia, privé de sommeil, émotionnellement vidé, soupira. « Tu n'es qu'un enfant. » Le garçon hocha la tête, imperturbable. « Parfois, il faut quelqu'un de petit pour rappeler aux grands ce qui compte vraiment. Écoute, j'apprécie, mais même les meilleurs médecins n'ont pas pu l'aider. Un milliardaire non plus. Je pense qu'elle est perdue. » Le garçon le coupa doucement. « Elle écoute. De loin. Mais elle ne sait pas si elle peut revenir sans danger. » La bouche d'Elia s'assécha. Le garçon s'avança. « Elle a besoin de quelque chose, que l'hôpital ne possède pas. » Il le regarda droit dans les yeux. « Elle a besoin de ta douleur. De ta vérité. Des mots que tu caches derrière ta force. » Elia resta figé. « Qui es-tu » Pas de réponse. « Puis-je m'asseoir avec elle » Chaque instinct disait à Elia de refuser. Mais quelque chose de plus profond en lui, quelque chose de vieux, de brisé, hocha la tête. « D'accord » murmura-t-il. Le garçon entra. Il s'approcha du lit, posa doucement une main sur le front d'Amara. Ses lèvres bougèrent silencieusement pendant un moment. Puis il se tourna vers Elia. « Maintenant tu sais. Elle sait que tu es là. Mais elle a besoin de savoir, pourquoi tu restes. » Elia fixa sa fille. Son cœur se serra. Ses lèvres tremblèrent. Puis, il parla pour la première fois depuis qu'elle s'était effondrée. « Je n'étais pas là, bébé » murmura-t-il. « J'étais au travail. J'ai raté ton petit déjeuner. Ton sourire. Les signes avant-coureurs. » Sa voix se brisa. « J'aurais dû le voir, j'aurais dû rentrer plus tôt, j'aurais dû te serrer plus fort ce matin-là, j'aurais dû te dire à quel point j'étais fier de toi. » Les larmes coulaient sur ses joues. Il serra la petite main d'Amara, tremblante. « Reviens. Je ne manquerai plus jamais une seconde. Je te le promets. » Un silence. Puis, bip. Un bip plus rapide. Juste une fois. L'infirmière haleta. « Vous avez vu » souffla Elia. « Oui » dit le garçon calmement. « Elle écoute. » Et comme ça, il se tourna pour partir. « Attends » appela Elia. « Comment tu t'appelles » Le garçon s'arrêta, main sur la porte. « Il m'appelle Isaiah » dit-il. « Je reviendrai demain. » Et il s'éloigna dans le couloir, pieds nus, silencieux, comme s'il appartenait à un autre monde. Le lendemain matin. Le soleil perçait à peine l'horizon. Elia n'avait pas bougé du chevet de sa fille. Son dos le faisait souffrir. Ses yeux étaient rouges, secs. Mais parfois, pendant la nuit, l'index gauche d'Amara avait bougé. Personne d'autre ne l'avait vu. Personne n'en avait besoin. Elia l'avait vu. Quand la nouvelle infirmière du matin arriva, elle fronça les sourcils en entendant parler du garçon. « Aucun visiteur n'a été enregistré cette nuit » dit-elle en consultant sa tablette. « Et aucun enfant non plus sur les caméras de sécurité. Êtes-vous sûr de ne pas avoir rêvé » Elia ne répondit rien. Il regardait juste la couverture rose qui montait et descendait lentement. Il savait. Isaiah avait été réel. Le moment où ce garçon avait posé sa main sur Amara, quelque chose avait changé. Pas seulement dans la pièce, mais dans l'air, dans l'univers. Elia se demanda, d'où venait-il? Qui était-il? Il avait parlé comme quelqu'un qui connaissait Amara. Pas seulement son nom, mais son cœur. Et lui, Elia, il avait oublié ce cœur. Depuis l'accident qui avait emporté sa femme,
Elia avait enterré les histoires, les chansons, les rêves. Il avait travaillé plus. Prié moins. Écouté moins. Mais Amara, elle, s'en souvenait. Elle ne s'était jamais plainte. Elle était juste devenue plus silencieuse. Jusqu'à ce qu'Isaïa vienne. Et Elia pria. Pas avec des mots religieux. Pas avec des versets. Mais avec une voix brisée. Dieu, si tu es là, ne me la prends pas. Et puis, comme un souffle libéré, la porte grinça à nouveau. Isaïa. Même souhait à capuche effilochée. Même regard paisible. J'ai dit que je reviendrais. Elia se leva d'un bond. Où vas-tu? Qui es-tu? Je vais là où on a besoin de moi, dit Isaïa. Je suis celui qui se souvient de ce que les autres oublient. Il s'approcha du lit, posa la main sur le poignet d'Amara, ferma les yeux. Elle est plus proche aujourd'hui. Elle t'a entendu hier. Mais elle a besoin d'autre chose. De quoi? Souffla Elia. Isaïa le fixa. De la chanson. Elia se figea. Son cœur se tordit. Quelle chanson? Celle que tu lui chantais, avant l'incendie. Avant le silence. Elia recula comme frappé. Il n'y avait qu'une seule chanson. Une berceuse que sa grand-mère lui chantait. Qu'il chantait à Amara quand elle avait peur. Il y a de la lumière dans l'ombre. Et des étoiles dans la pluie. Tiens bon, petit rêveur. Tu voleras à nouveau. Il ne l'avait plus chanté depuis le jour où ils avaient enterré sa femme. Je ne peux pas. Si, dit Isaïa, tout bas. Parce qu'elle s'en souvient. Et toi aussi. Elia s'assit. Ferma les yeux. Il chanta. Sa voix tremblait. Ses mains aussi. Mais il chanta. Il y a de la lumière dans l'ombre. Et des étoiles dans la pluie. Tiens bon, petit rêveur. Tu voleras, à nouveau. Un long bip bas s'échappa du moniteur. Elia paniqua. Mais non. Le rythme cardiaque montait. Doucement. Régulièrement. Puis ses doigts bougèrent. Une fois. 2 fois. L'infirmière halta. Elle réagit. À la musique. Isaïa regarda Elia. Tu lui as donné quelque chose à quoi revenir. Maintenant, elle sait comment. Elia essuya ses larmes. Pourquoi tu nous aides? Tu ne nous connais même pas. Isaïa s'éloigna du lit. Puis murmura. Tu te trompes. Je la connais. Elia se figea. Isaïa prit une grande inspiration. Je ne connais pas son nom. Mais je connais son cœur. Il regarda la pièce. Parce que j'étais un enfant, autrefois. Plairait dans un lit comme celui-ci. Seul. Effrayé. Convaincu que personne ne viendrait jamais le chercher. Pas de chanson. Pas de main pour tenir les siennes. Juste le silence. Un silence si lourd qu'il étouffait l'air. J'ai attendu. Et attendu. Mais personne ne m'a dit de rentrer à la maison. Alors j'ai fait une promesse. Si un jour j'avais la chance de changer ça, je le ferais. Elia tomba à genoux. Tu es comme un ange. Isaïa ne répondit pas. Il se tourna vers Amara et murmura. Tu as été retrouvé. Puis il marcha lentement vers la porte. Tu reviendras demain? Cria Elia. Isaïa se retourna légèrement. Si elle a besoin de moi, oui. Mais je pense que ta voix est plus forte maintenant. Attends. Elia courut dans le couloir. Mais Isaïa avait disparu. Cette fois, Elia demanda à la réceptionniste de vérifier les caméras de sécurité. Aucune trace. Mais ça n'avait plus d'importance. Car lorsqu'il revint dans la chambre, les paupières d'Amara tressaillaient. Elle n'était pas encore réveillée, mais elle n'était plus partie. Et pour la première fois depuis une semaine, Elia sourit. Le sol des soins intensifs était anormalement silencieux. Les médecins bougeaient comme des ombres. Les machines bipaient à un rythme régulier. Et dans la chambre 317, quelque chose de sacré planait. Pas le froid stérile des médicaments, mais quelque chose de chaud, de vivant. Elia n'avait pas cligné des yeux depuis la nuit précédente. Sa voix était usée, râpeuse, écorchée par la répétition. Mais il continuait de chanter. Encore. Encore. Pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire. Mais parce qu'il voyait. Chaque note la ramenait. Les moniteurs ne mentaient pas. Ses ondes cérébrales s'étaient stabilisées. Son cœur battait fort. Et ce matin-là, à 6h02 précise, la main droite d'Amara, celle qui était restée molle pendant 7 jours, se leva. Et chercha la sienne. Il n'y avait eu aucun test. Aucun réflexe déclenché. Aucun stimulus. Elle l'avait atteint. Elia s'effondra en sanglots sur sa couverture.
C'était un geste impossible. Sans explication médicale. Mais Elia ne s'en souciait plus. Il ne croyait plus en la science. Il croyait en la foi. Et en un garçon sans chaussures, qui lui avait appris à croire à nouveau. Le docteur Lester, debout près de la fenêtre, relisait ses notes pour la 3e fois. Nous ne comprenons pas, murmura-t-elle. Neurologiquement, rien n'explique une telle guérison spontanée. Aucune drogue. Aucun traitement chirurgical. L'infirmière à côté d'elle, troublée, demanda. Alors, comment l'écrions dans le dossier? Le docteur hésita, puis murmura. Appelez ça une anomalie. Mais Elia sourit doucement, en serrant la main de sa fille. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. Et ce que j'ai entendu. Vous pensez que c'était le garçon? Demanda la médecin. Elia hocha la tête, lentement. Je ne le pense pas. Je le sais. Cet après-midi-là, Elia sortit pour la première fois depuis 3 jours. Le monde avait changé. Le soleil ne brûlait plus. Il promettait. Il n'était plus feu. Il était lumière. Il entra dans une petite papeterie. Pas pour acheter à manger. Mais pour trouver un carnet. Un petit carnet à spirale. Dans lequel il pourrait écrire des chansons, des histoires. Des vérités. Car Isaiah avait raison. Amara avait besoin de sa voix. Pas de celle enterrée sous les factures et les responsabilités. Mais celle qui disait. Tu es aimé. Tu es en sécurité. Tu n'es jamais seul. De retour à l'hôpital, Elia trouva une note collée à la fenêtre de la chambre. Un petit papier plié, écrit au stylo bleu, tordu. Il l'ouvrit. Ses doigts tremblaient. Parfois, la guérison vient avant le réveil. Ne l'abandonne pas. Juste parce que ses yeux sont fermés, elle t'entend. Continue à chanter. Elia pressa le papier contre son cœur. Isaiah était revenu. Pas en chair et en os. Mais en présence. L'hôpital n'avait aucune trace de lui. Aucun membre du personnel ne l'avait vu. Mais il avait été là. La respiration d'Amara changea. Elle devint plus profonde. Moins mécanique. Moins fatiguée. Et tard dans la nuit. Elle parla. Un murmure. À peine audible. Papa. Elia laissa tomber le carnet. Ses jambes flanchèrent. Il courut jusqu'à elle, prit son visage entre ses mains. Amara. Tu m'entends, bébé? Elle cligna lentement des yeux. Ses lèvres bougèrent. Je ne suis jamais partie. Une larme coula sur sa joue. Où est le garçon? Demanda-t-elle. Elia se figea. Tu l'as vu? Elle hocha la tête. Il a dit qu'il était l'écho. Celui qui m'a trouvé. Quand je flottais dans le noir. Il a chanté, jusqu'à ce que j'entende ta voix. Elle ferma les yeux. Un souffle. Puis. Il m'a pris la main. Et il a dit. Ton père t'attend, de l'autre côté de l'obscurité. Alors j'ai suivi la lumière. Elia sentit ces mots s'enfoncer dans son âme comme une pierre dans un lac. Il t'a ramené, murmura-t-il. Amara sourit faiblement. Il sentait la poussière, et le pain. Il riait comme le soleil. Il a dit. Je m'appelle Isaiah. Les larmes coulaient librement maintenant. Chérie. Elia n'arrivait pas à finir sa phrase. Un ange? Un miracle? Un souvenir? Peut-être les 3. Amara ferma les yeux. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'elle pour voler. Juste 2 fois. Le lendemain matin, tout l'hôpital était en ébullition. Des chuchotements. Des couloirs calmes. Des médecins perdus dans leurs notes. Aucun médicament n'expliquait sa guérison. Aucune procédure. Aucun test. Juste une chambre. Une chanson. Et un garçon. Que personne n'avait vu. Dans un bureau, un jeune interne faisait défiler les vidéos de sécurité. Rembobinait. Zoomait. Isaiah n'apparaissait jamais. Les caméras montraient Elia. Montraient ses larmes. Ses chants. Mais le couloir où Isaiah avait marché était vide. À chaque passage. L'interne se pencha en arrière, frisson dans le dos. Ce garçon, murmura-t-il, n'a jamais été filmé. Pendant ce temps, dans la chambre 317, Elia et Amara se tenaient la main et regardaient des dessins animés. Elle avait de la couleur sur les joues, un sourire aux lèvres, ses yeux encore un peu fatigués. Mais la vie était revenue. Elle se tourna vers lui, les paupières lourdes, et murmura. « Papa, raconte-moi encore l'histoire. » « Quelle histoire ?» demanda Elia. Celle de la fille qui murmurait à la lune. Elia cligna des yeux.
Il n'avait pas raconté cette histoire depuis si longtemps, mais elle sourit. Et il sut. Isaïa lui avait dit. Elle n'avait pas oublié. Et lui non plus. Cette nuit-là, Elia ne quitta pas l'hôpital. Il ne pouvait pas. Pas encore. Il resta éveillé, assis sur une chaise à côté du lit d'Amara, un cahier à la main, écrivant page après page, des histoires, des chansons, des prières. Il ne laisserait plus jamais le silence être son langage. Et juste avant minuit, il sortit dans le couloir pour prendre l'air. L'aile était vide. Les lumières tamisées. Puis, de nulle part, une voix douce, familière. « Vous avez fait du bien, monsieur Elia. » Il se retourna. Et il était là. Pieds nus. Même manteau. Même joues striées de saleté. Mais cette fois, un large sourire. Elia s'avança. « Isaïa. » Le garçon hocha la tête. « Elle n'a plus besoin de moi. Elle t'a demandé. »« Je sais, Elia. Mais maintenant elle t'a. »« C'est mieux, tu sais. » Les yeux d'Elia se remplirent de larmes. « Te reverrai-je un jour ?» Isaïa pencha la tête. « Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un d'autre le fera. Que te dois-je » chuchota Elia. Le sourire d'Isaïa s'adoucit. Lui raconter des histoires tous les soirs. Même quand elle aura grandi. Ne jamais arrêter de chanter. Puis il se tourna, marcha vers le bout du couloir. Et disparut. Aucune porte ne s'ouvrit. Aucun bruit. Juste, parti. Mais Elia ne le poursuivit pas. Il resta là, immobile. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Amara Reeves s'était réveillé du coma qui lui avait volé sa lumière. 3 mois depuis qu'un garçon pieds nus, avec de la poussière sur la peau et des étoiles dans la voix, l'avait ramené du bord des ténèbres. Elia n'avait pas cessé de raconter cette histoire depuis. Pas parce qu'elle avait du sens. Mais parce qu'elle comptait. Il l'avait racontée aux journalistes. Au conseil d'administration de l'hôpital. Aux médecins sceptiques avec leurs stylos et leurs tableaux. Et surtout, il se la racontait à lui-même, au milieu de la nuit, quand la peur revenait. Mais plus important encore, il la racontait à Amara. Chaque nuit. Et elle se souvenait de chaque mot. Les médecins parlaient de réintégration neuronale spontanée. De coma idiopathique post-ischémique. De mots techniques. Mais aucune étude. Aucun EEG. Aucun rapport médical. Ne pouvait expliquer ce qu'Elia avait vu. Ce qu'Amara avait ressenti. Elle avait décrit le rire d'Isaïa, son toucher, son odeur de pain, et d'espoir. Elle se souvenait de ce qu'il lui avait dit. Tu n'es pas perdu. Tu n'as juste pas encore fini. Amara commença la thérapie la semaine suivante. Ses pas tremblaient. Ses mains aussi. Mais pas sa volonté. Chaque fois que ses jambes cédaient, elle murmurait un nom. Isaïa. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle fredonnait une berceuse. Une que son père ne lui avait jamais chantée. Mais Isaïa, si. Et Elia jouait cette mélodie tous les soirs au piano. Jusqu'à ce qu'elle danse à nouveau. Elia vendit le Range Rover. Puis la maison au bord du lac. Puis ces dernières parts d'investissement. Mais il n'en parlait à personne. Car pour la première fois de sa vie, il n'achetait rien. Il construisait. Avec le temps. Avec des mots. Avec la vérité. Il utilisa l'argent pour créer Voices at Down. Un centre d'art et de musique gratuit pour les enfants traumatisés, malades, endeuillés. Le slogan ? Là où le silence s'arrête, et la guérison commence. La première fresque murale fut peinte par Amara. Un enfant avec un manteau trop grand. Des chaussures trop petites. Une main tendue dans l'obscurité. Offrant une chanson. Et, en lettres bleues. Il n'avait pas d'aile. Il avait la foi. Les journalistes demandaient. Où est le garçon maintenant ? Était-il réel ? Quel était son nom ? À chaque fois, Elia répondait. Son nom est Isaïa. Je ne sais pas où il est. Mais je sais où il était quand ça comptait. Certains riaient. D'autres parlaient de folklore. Mais quelques-uns pleuraient. Parce qu'ils croyaient. Et parfois, les croyances changent plus que les faits. Un soir, Elia et Amara se promenaient dans l'ancien quartier. Elle portait des bottes de pluie violette. Même s'il ne pleuvait pas. C'est juste au cas où, dit-elle. Isaïa m'a dit que les meilleures surprises arrivent quand on est prêt pour elles. Ils passèrent devant la gare abandonnée. Sous un lampadaire cassé, un vieil homme jouait de l'harmonica. À ses pieds, un carton. Tu n'es pas perdu. Tu n'as juste pas encore fini. Amara halta. Papa, regarde. Elia s'approcha du vieil homme. D'où vient cette phrase ? Le vieil homme haussa les épaules.
Je l'ai entendu d'un petit garçon, il y a des années. Il voyageait léger. Ne portait que la vérité. Il s'appelait Isaïa? Demanda Amara. Les yeux du vieil homme brillèrent. Eh bien. C'est ce qu'il a dit, non? Amara tourna vers Elia, sourire radieux. Il est toujours là, papa. Et Elia sentit quelque chose fleurir dans sa poitrine. Ouais, je pense qu'il l'est. Cette nuit-là, Amara ne dormait pas. Elle fixait la lune. Elia entra et s'assit à côté d'elle. Tu vas bien, bébé? Je pensais, et si Isaïa trouvait une autre fille perdue? Et si elle avait peur, comme moi? Elia lui caressa les cheveux. Alors j'espère que quelqu'un chante à côté. Elle hocha la tête. On devrait apprendre au monde à chanter. Tu veux faire ça? Oui. Comme tu me l'as appris. Mais en plus grand. Sur YouTube. Sur les toits. Dans la nuit. Quand les gens se sentent seuls. Elia la serra dans ses bras. Alors, on le fera. Et ils l'ont fait. Ils ont lancé une chaîne, Isaïa et Echo. Des histoires. Des dessins. Des chansons. Brutes. Honnêtes. Plein d'amour. En 2 semaines, 2 millions de vues. En 4 mois, des milliers de messages. De lits d'hôpitaux. De maisons brisées. De dortoirs solitaires. De cellules de prison. Tous se terminaient pareil. Je pensais que j'étais perdu. Mais maintenant, je crois que je n'ai peut-être pas encore fini. Le jour de l'anniversaire du réveil d'Amara, elle monta sur scène au centre Voices at Down. Micro en main. Genoux tremblants. Mais voix ferme. Elle chanta la chanson d'Isaïa. Et au fond de la salle, un garçon pieds nus. Un manteau usé. Un sourire doux. Leurs yeux se croisèrent. Et puis il partit. Aucun son. Aucun applaudissement. Juste, la foi. Les miracles ne sont pas toujours le tonnerre ou la lumière. Parfois, ce sont des ongles sales. Des histoires au coucher. La voix d'un père. Ou la main d'une fille tendue à travers l'obscurité. Parfois, c'est un garçon noir que personne ne remarque. Jusqu'à ce qu'il rende l'impossible, possible. Parce que la vérité, c'est qu'il ne l'a pas réveillée. Il a rappelé au monde qu'elle n'était pas perdue.